Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un soldat soviétique lors du déclenchement de l'opération Barbarossa le 22 juin 1941. Avant toute chose, je souhaite remercier Trenchersoft et Schusters, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Vous pourrez retrouver leurs liens respectifs dans la description. Mais avant de commencer cette explication, je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera, malgré mes très nombreuses recherches, l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Et en parlant de magazines spécialisés, je ne peux que vous conseiller de vous procurer ce magazine dans lequel vous pourrez retrouver pour le numéro de juin-juillet 2021 le numéro dédié à l'opération Barbarossa avec l'uniforme que je vais vous présenter là maintenant. Avec quelques différences évidemment, les deux médias se complètent. Ceci dit, je ne suis pas infaillible, donc si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire constructif en commentaire de cette vidéo. Vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cet uniforme dans la description avec le timing correspondant. Hitler, en décembre 1940, chargea le maréchal von Brauchitsch, commandant en chef de la Wehrmacht, d'élaborer un plan d'invasion dans le but de conquérir la Russie jusqu'à l'Oural, ainsi que la mer Caspienne, le tout avant l'hiver 41-42. L'idée d'Hitler était d'agrandir son fameux Lebensraum, ou espace vital, concept inventé par le géographe allemand Friedrich Ratzel à la fin du 19e siècle. L'opération initiale était prévue pour mai, mais se fut décalée à la mi-juin à cause des invasions de la Yougoslavie et en Grèce. Au petit matin du 22 juin 1941, ces 153 divisions, soit 3500 chars, 2800 avions et 5,5 millions d'hommes qui s'élancèrent sur 4 fronts. L'armée rouge, quant à elle, disposait de 132 divisions, soit environ 3 millions de soldats. Après les purges staliniennes de 1935, l'armée rouge se trouvait très affaiblie, bien qu'ayant encore un potentiel de 12 millions d'hommes et de femmes, de réservistes, de gardes-frontières, miliciens, police politique, etc. Mais seule la moitié se trouvait sur la frontière occidentale. À 3h15, le 22 juin 1941, l'artillerie allemande pilonna les positions soviétiques sans déclaration de guerre officielle, et les troupes d'assaut se lancèrent à l'attaque à 4h45, attaquant et franchissant les premières lignes soviétiques totalement surprises. En simultané, la Luftwaffe lança la plus grande attaque aérienne de l'histoire, avec 2700 appareils qui allèrent attaquer 66 terrains d'aviation soviétiques pour réduire le risque de subir une contre-attaque aérienne. Les Russes perdirent 1200 avions dès les premières heures de l'invasion, dont 800 qui n'ont même pas pu décoller. Pour contrer l'attaque au sol, certaines unités se rendirent sans combattre, quand d'autres se défendirent férocement, comme à Brest-Litovsk, où la forteresse tint jusqu'à la fin juillet, sans eau ni vivres, car encerclée dès le premier jour de Barbarossa. Staline pensa tout d'abord à une diversion, ordonnant à ses hommes de ne pas répliquer et de ne pas se déployer comme initialement prévu en cas d'invasion. Mais dans toute opération, les premières heures sont les plus importantes, et Staline a ici fait une très grossière erreur. Selon certaines sources, il voyait venir la rupture du pacte germano-soviétique, et ces sources évoquent même le projet de Staline de passer lui-même à l'offensive, mais ce dernier fut finalement pris de vitesse. Les armées du Nord avancèrent de 3500 km au cours de la première semaine. Un grand exploit car les soviétiques contre-attaquent dès le 22 juin avec leurs chars KV-1 et KV-2 invulnérables face aux Panzer III et 4 allemands. Au centre, Minsk fut prise le 26 juin et Smolensk fut atteinte le 10 juillet. Au sud, l'avancée allemande a été plus laborieuse, l'essentiel des chars soviétiques étant dans ce secteur. Les Allemands ont été ralentis par plusieurs facteurs. Les routes allant de l'ouest à l'est étaient plutôt rares, très mal entretenues, et les fleuves vont majoritairement du nord vers le sud. Leur largeur et leur profondeur obligeaient les Allemands à construire des ponts de fortune. Les troupes allemandes ne progressaient donc que de 30 km par jour environ. Les États baltes, la Biélorussie et une bonne partie de l'Ukraine et de la Moldavie furent conquis à la mi-juillet. C'est à ce moment que Staline demanda à ses troupes d'appliquer la politique de la terre brûlée, privant les Allemands de ressources qui pourraient être utiles pour leur armée. Le 8 août, Minsk est capturé et le Dniepr est franchi. La bataille de Smolensk, qui s'acheva le 10 septembre, permit aux Allemands de s'emparer de plus de 4500 chars et 3000 canons. 500 000 soldats russes furent capturés. Les Russes organisèrent mieux leur défense pendant l'été, voyant que la route de Moscou était ouverte. Le général von Rundstedt, avec le groupe d'armée sud, fut bloqué aux portes de Kiev.
Après la mi-juillet, la Wehrmacht ne progressait plus que de 6 à 7 km par jour. Le 19 août, Leningrad fut encerclé et von Bock ne se trouva plus qu'à 300 km de Moscou. Malgré son côté gigantesque, l'opération Barbarossa, considérée comme la plus grande invasion de l'histoire, fut malgré tout un échec. En effet, l'objectif initial était de pouvoir anéantir l'URSS avant octobre 1941 par la prise de la capitale. Les Allemands ont stabilisé à la fin de 1941 un front qui allait de la Baltique à l'Ukraine, mais n'atteignirent que les faubourgs de Moscou et ils n'ont jamais pu pénétrer dans la ville. L'étendue des pertes et les distances à parcourir stoppèrent la Blitzkrieg car l'infanterie n'allait pas assez vite par rapport aux Panzerdivisions. En 2 mois et demi de bataille, l'armée rouge a perdu environ 1 million d'hommes lorsque la Wehrmacht, pour la même durée, en a perdu 500 000. Dès leur engagement, les soldats suivent une instruction politique et militaire. Tout d'abord, une première phase de 10 jours permet aux soldats d'être incorporés dans une compagnie et un commissaire politique est affecté. Les meilleures recrues sont alors repérées pour être mises dans d'autres unités spécialisées. Puis les 2 phases suivantes durent 45 jours et les recrues sont formées au combat de nuit, le corps à corps et le combat par grand froid. Il apprend alors à survivre avec peu d'équipement, d'où l'équipement relativement léger porté en campagne. À la fin de l'entraînement, le soldat est considéré comme endoctriné et fiable politiquement. Le pantalon M35, appelé Charovari, était le pantalon réglementaire de l'armée rouge de 1935 à la fin de la guerre. Il était réalisé en coton ou en laine et était de couleur kaki. Des renforts aux genoux permettaient une meilleure longévité du pantalon et la taille était très haute. Des passants pouvaient se retrouver aux hanches pour y glisser une ceinture, ou le soldat pouvait la remplacer par de la ficelle en cas d'absence de cet effet. Au dos, une martingale permet un premier serrage à la taille. Mais cela pouvait ne pas être suffisant, d'où la nécessité de porter une ceinture. La coupe sur le flanc est caractéristique, on retrouve une forme courbe qui évoque la culotte de cheval. En dessous, le soldat portait un caleçon long en coton pour l'été ou en molleton pour l'hiver. Des boutons et un crochet plus passant métallique permettent de fermer l'avant du pantalon. En temps de paix, les brodequins sont utilisés pour l'entraînement et les corvées, accompagnés de bandes moltières. Les bottes servaient à la tenue de parade et de casernement. Mais en juin 1941, les bottes sont distribuées en priorité aux troupes combattantes, lorsque les brodequins sont réservés aux troupes à l'arrière. Les bottes M38 appelées sapogi sont de couleur noire et réalisées en cuir ou avec une tige en toile goudronnée. La semelle est moulée en caoutchouc avec des petits tétons, caractéristiques pour l'époque. Il s'agit ici d'une paire de bottes après-guerre, les reproductions des bottes d'époque n'étant pas simples à trouver, encore moins à la bonne pointure. La forme extérieure reste très proche, constituant une bonne alternative financière. C'est le 3 décembre 1935 que la blouse M35, appelée Gimnastirka, est mise en service pour venir remplacer la blouse M29, reconnaissable grâce à des boutons apparents. Mais le modèle M35 mit du temps à être répandu, et il en va de même pour les modèles d'insignes. Ainsi, 60% des troupes avaient toujours des anciens modèles en juin 41. Elles comportent 2 poches sur l'avant, fermées par un bouton de chaque côté. Les insignes de notre soldat sont très basiques. En effet, seules des pattes de colle dotées d'insignes métalliques se retrouvent sur la blouse. Ces insignes en métal sont spécifiques pour l'infanterie, chaque arme ayant son insigne propre et ses propres couleurs de pattes de colle. Un crochet permet d'attacher le col, et on devine le faux col, bande blanche grossièrement cousue, pour éviter d'endommager la blouse avec la transpiration. Dans sa poche, notre soldat transporte son livret militaire, recensant ses caractéristiques physiques, ses affectations, médailles, blessures, etc. Il dispose également d'une liasse de roubles, sans doute destinée à s'acheter du matériel personnel. Il s'agit ici de reproductions imprimées à partir de fichiers PDF qu'il est possible de trouver sur internet. La blouse et le pantalon sont d'excellentes reproductions du magasin Schuster's, dont vous pourrez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Le bonnet de police ou pilotka est la coiffure de service la plus utilisée par les soviétiques et également la plus facile à produire. Elle est réalisée en toile kaki clair et un modèle en laine fut instauré en 1941 pour l'hiver. Une étoile émaillée soviétique est fixée sur l'avant grâce à 2 attaches métalliques. L'étoile passa en vert en 1941, en même temps que le changement des pattes de colle. Le bonnet était plus ou moins penché sur la tête du soldat en fonction de ses habitudes. Développé en 1935 et distribué à partir de 1936, le casque SSH-36 est l'évolution du casque Adrian, qui fut copié par les Russes à la fin de la Première Guerre et qui fut conservé jusque dans les années 30. Mais le chef d'état-major général Tukhachevski ordonna la création d'un casque purement soviétique. Ce casque équipe encore majoritairement l'armée rouge lors de l'invasion de la Pologne en 1939, dans le cadre du pacte germano-soviétique. Il fut progressivement remplacé par le SSH-40 après 1941. Lors du déclenchement de l'opération Barbarossa, ce casque était encore majoritaire dans les rangs. L'étoile fut apposée automatiquement puis affinée en ajoutant le marteau et la faucille au centre. Il n'y aura plus d'insigne après septembre 40 et les casques réparés et repeints n'auront plus cet insigne. Il s'agit ici d'une reproduction en résine retravaillée par mes soins pour la rendre le plus réaliste possible, les reproductions en métal n'étant pas évidentes à trouver.
Le brelage du Frontovik n'est pas très garni, contrairement à ce qu'on peut retrouver chez le soldat allemand. Le soldat soviétique n'est pas censé se retrouver loin des lignes, ou encerclé, ce qui posait pas mal de problèmes lorsque la situation se produisait. Le sac à pain qu'on retrouve à l'arrière fait un peu double emploi avec le sac à dos à venir ensuite, l'un pouvant remplacer l'autre. L'ensemble des équipements est supporté par un ceinturon en cuir brun. Celui-ci se ferme grâce à une boucle à un ardillon, et le poids transporté par le soldat pouvait provoquer de l'usure rapide. Le ceinturon en cuir fut remplacé par un ceinturon en toile tissée assez rapidement. Sous les cartouchières, on retrouve une cartouchière supplémentaire, permettant de transporter des munitions supplémentaires. Sur le flanc, une pelle droite est glissée dans un étui en toile. Un bidon en fer est glissé dans une housse, également en toile. Celui-ci est d'après-guerre, mais la peinture a été enlevée pour être raccord. Le brelage est maintenu en place au moyen de bretelles en toile tissée en forme de Y. Elles ont rapidement été abandonnées, celles-ci n'étant pas forcément utiles. Sur l'arrière, un sac à pain modèle 41 est placé et permet de contenir le minimum vital de provisions. Le long de la jambe, on retrouve un fourreau en cuir pour la baïonnette du Mosin Nagant M9130. Lui aussi a rapidement été abandonné. Sur l'avant, des cartouchières en cuir de Mosin Nagant sont installées sur le ceinturon. Elles permettent de contenir 8 clips de 5 cartouches. Un anneau sur le dessus permet de venir accrocher le clip du sac à dos. Les cartouches de Mosin Nagant sont en calibre 7,62 par 54 R. Notre soldat a placé une grenade F1 dans la cartouchière à l'avant. Elle est inspirée du modèle de grenade français F1 développé en 1915. Elle était surnommée Limanka ou grenade citron à cause de sa couleur vert-jaune. Il existait plusieurs types de masques anti-gaz et plusieurs sacoches pour les transporter. Ici, un masque anti-gaz MOD-08 fabriqué en 37 et stocké dans une housse portée en bandoulière. La housse contient le masque, ici d'après-guerre, neutralisé par mes soins, la cartouche filtrante et le tuyau est au fond. On peut également retrouver une cape, des oculaires de rechange et une cagoule de protection. La sacoche est portée sur le côté pour être accessible rapidement en cas d'attaque au gaz, qui n'ont finalement quasiment jamais eu lieu. Il peut être possible de glisser la bandoulière sous le ceinturon pour éviter que la housse ne bouge trop. Le sac à dos porté par notre soldat est un sac modèle 1939. Il est reconnaissable du modèle suivant, le modèle 41, car il a des pourtours de poches et de rabats en cuir. On retrouve 2 poches sur l'avant permettant de transporter du petit matériel supplémentaire, tel que le savon, la boîte de beurre, des chaussettes, etc. Le havre-sac permettait de transporter des vêtements de rechange, la gamelle dans sa housse, des rations de combat et bien plus encore. Autour du sac sont disposées une demi-toile de tente Plach Palatka ainsi que la capote de troupe modèle 35. Ces 2 éléments sont fixés au moyen de 4 sangles rapides en toile tissée. Le sac à dos comporte des crochets prévus pour être fixés aux cartouchières portées à l'avant du ceinturon. Cela permet de mieux soutenir le poids du sac, assez conséquent avec la capote en laine. Le Mosin Nagant M1891-30 est le fusil réglementaire de l'armée rouge. A l'origine, en 1891, la réalisation de ce fusil a été possible grâce à la collaboration du capitaine Sergueï Mosin et du belge Léon Nagant. La commission russe préféra la version du fusil de Mosin, mais il fut demandé à ce que le système d'approvisionnement soit celui de Nagant. La version de 1930 connut des modifications sur la hausse, repassée en système métrique, mais aussi en raccourcissant le canon de 9 cm. Il fut fabriqué à 1,7 million d'exemplaires. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de chez Trench Airsoft, montée sur un bois original. En 1941, une division d'infanterie compte 18 841 hommes, en majorité hippomobiles, grâce à 6 208 chevaux pour 817 camions et tracteurs, et 28 voitures blindées. Le 22 juin 1941, 170 divisions sont opérationnelles, et une réorganisation des effectifs permettra de monter jusqu'à 326 divisions à la début 42. Malgré tout, les premiers mois sont rudes pour les hommes, n'étant pas préparés à une attaque aussi rapide de la part de l'allié allemand. Aussi, la politique de la terre brûlée permit aux soviétiques de ralentir considérablement l'avancée ennemie. L'uniforme présenté ici n'est valable que pour le milieu de 1941, celui-ci évoluant dès les mois qui suivirent. Tout d'abord engagé dans le 16e régiment de fusiliers, notre soldat ou Krasnoarmyts est transféré dans le 125e régiment de fusiliers de la 6e division de fusiliers lors d'une réorganisation. Il participe ensuite à l'invasion soviétique de la Pologne en septembre 1939, en tirant quelques coups de feu, mais sans être un héros combattant. Lors de cette campagne, il est tout d'abord rattaché au 11e corps de fusiliers de la 10e armée du front biélorusse, puis la division est rattachée au 24e corps de fusiliers de la 4e armée du front biélorusse le 2 octobre. Et fin octobre 1939, la division est devenue une partie du 6e corps de fusiliers de la 4e armée du district militaire spécial de Biélorussie. Notre soldat est déployé dans la forteresse de Brest-Litovsk jusqu'en juin 1941. Pendant ce temps d'occupation, il a pu développer diverses méthodes de combat, mais a refusé toute promotion, préférant rester simple soldat. Dans la nuit du 14, la division est mise en état d'alerte et compte environ 12 000 hommes. L'opération Barbarossa est déclenchée le 22 juin 1941 dès 4 heures et la 6e division de fusiliers a subi de lourdes pertes devant l'attaque des forces allemandes. Notre soldat n'a pas été blessé,
mais il s'en est fallu de peu, alors jusqu'à se battre au corps à corps à la baïonnette. La division est forcée de se diviser en 2 petits groupes et certains ont dû se retirer vers l'est, dont celui dans lequel est intégré notre Krasnoarmytsk. Le reste de la division est resté dans la forteresse et est détruit, non sans avoir résisté. Notre soldat a d'ailleurs longtemps culpabilisé de ne pas faire partie de ces troupes ayant permis de ralentir la progression des Allemands, alors même jusqu'à se faire encercler. Ils ont été capturés et la propagande soviétique utilisa cette bataille pour redonner le moral aux troupes. Au lieu de cela, notre soldat recule avec les restes de la division, d'abord vers Kobrin, puis à Bereza-Kartuska. La division est attaquée sur les rives de la Yaselda, rivière reliant Pripyat à la mer Noire, par un barrage d'artillerie. Notre soldat, seulement équipé de son Mosin Nagant 1891-30, ne pouvait pas faire grand chose, mais il porta assistance à ses camarades plusieurs fois de suite, mettant sa propre vie en danger. Il fut ainsi remarqué par ses supérieurs, pour recevoir plus tard la médaille du mérite au combat. Malgré les lourdes pertes, la division tient la ligne, sous le commandement du général Popov. Mais après le 25 juin, notre soldat et ses camarades sont forcés de se retirer pour s'installer à Bobruisk, et ainsi défendre la rivière orientale de la Berezina, à l'extérieur de la ville. Pour retarder l'avancée allemande, les sapeurs se sont chargés de démolir le pont sur la rivière. Mais la 4e division de Panzer fait une percée suite à des bombardements massifs le 1er août, et la 6e division de fusiliers est envoyée sur le flanc droit de la 13e armée, et le 84e régiment se retrouve encerclé. Un bataillon de volontaires communistes de Leningrad a été rattaché à la 6e division pour tenter d'ouvrir un couloir pour secourir le 84e régiment. Cette opération réussit, mais notre soldat se fait blesser à l'épaule, le forçant à être soigné à l'arrière. Il réintègre son régiment le 1er octobre, malgré que sa blessure ne soit pas totalement guérie. Il était droitier et la blessure est sur l'épaule gauche, donc il peut tirer. À ce moment, la division fait partie de la 13e armée du front de Briansk, censée défendre les frontières soviétiques. La division prend part à des combats près de Briansk et de Kursk, et restera en défense dans ce secteur pendant près de 6 mois. Notre soldat monte en grade pendant cette période, passant de Krasnoarmytsk à Yefreitor, ou caporal. En juin 1942, les Allemands attaquent de nouveau dans le secteur de Voronezh, et il est de nouveau blessé, gravement cette fois. Malheureusement, il succombe à ses blessures le 30 juin 1942, faute d'avoir été évacué et soigné à temps à la suite d'une hémorragie interne. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens encore une fois à remercier Trenchersoft ainsi que Schusters. Trenchersoft auprès duquel j'ai pu me procurer le Mosin Nagant, et Schusters auprès duquel j'ai pu me constituer 90% de cet uniforme. En tout cas, vous pourrez retrouver ces 2 liens dans la description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Salut! Je tiens encore une fois à remercier...